Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette leçon, nous nous intéressons à la décomposition d'un signal périodique quelconque en série de Fourier. Cette leçon n'est pas prévue au programme de terminale S. Il s'agit d'un complément mathématique pour vous aider à mieux comprendre la leçon que nous ferons ensuite sur les sons musicaux. Leçon de mathématiques entre guillemets, car c'est un bien grand mot pour ce que nous faisons. Nous essayons de comprendre par des exemples à quoi correspond cette décomposition. Nous avons déjà rencontré M. Fourier, mathématicien et physicien français, et avons déjà indiqué le principal résultat de ses travaux. Une fonction périodique quelconque, c'est égal à une somme de sinus et de cosinus. Traduisons mathématiquement ce résultat. Comme les signaux qui nous intéressent en physique sont des fonctions du temps, nous appliquons tout de suite les résultats de Fourier au cas particulier où la variable est le temps. Et donc, nous choisissons un système d'axes avec t en abscisse. Voilà un signal, S de t, quelconque. Ce signal est périodique car on y remarque la répétition régulière d'un même motif, ce qui nous permet de repérer la période du signal. On peut alors donner la traduction mathématique de fonction périodique quelconque égale somme de sinus et de cosinus. Regardez, voilà comment nous traduisons ceci. C'est-à-dire que S de t, c'est A0 sur 2 plus la somme de n égale 1 à l'infini de AN cosinus n fois de pi ft plus la somme de n égale 1 à l'infini de Bn sinus n fois de pi ft. Avec f la fréquence qui vaut 1 sur t, c'est-à-dire l'inverse de la période. Commençons par le terme A0 sur 2. Il s'agit de la moyenne du signal. Ici, nous avons un trait qui représente la valeur moyenne du signal. Les signaux que nous considérons auront toujours une moyenne nulle. Donc, le terme A0 sur 2 disparaît et la fonction S de t a une expression un peu simplifiée. Essayons de comprendre cette expression mathématique. On divise en deux parties, la rouge et la bleue. S de t, partie rouge, c'est A1 cosinus 1 fois de pi ft, plus A2 cosinus 2 fois de pi ft, donc ici n égale 2. Maintenant, je vais appliquer n égale 3, plus A3 cosinus 3 fois de pi ft. Je vais appliquer maintenant avec n égale 4, A4 fois cosinus 4 fois de pi ft, plus, et je continue comme ça jusqu'à l'infini, plus la partie bleue, alors B1 sinus 1 fois de pi ft pour n égale 1, même chose pour n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, n égale 6, etc., etc. Voyons un premier exemple. Comme décomposer un signal serait trop compliqué mathématiquement pour un élève de terminale S, nous allons procéder à l'envers. À partir d'une décomposition quelconque que nous imaginons, nous allons reconstruire le signal correspondant. Pour commencer, je choisis la fréquence f, f égale 100 Hz. Et donc, 2πf, c'est-à-dire 2 fois pi fois les 100 Hz, ça fait 628,3 radians seconde moins 1. Puis je choisis les coefficients. Par exemple, tous les coefficients AN sont nuls. Autrement dit, la partie du signal qui est là disparaît. L'expression de A de t devient donc beaucoup plus simple. Puis je décide que B1 vaut 5, B2 2, B3 1, B4 0, B5 0,5 et tous les autres Bn sont nuls. A de t devient donc 5 fois sinus de pi ft, plus 2 fois sinus 2 fois de pi ft, j'applique, plus 1 fois donc B3 sinus 3 fois de pi ft, puis enfin le dernier terme, plus B5 0,5 sinus 5 fois de pi ft. Construisons le signal avec régressie. Commençons par écrire le premier terme, c'est-à-dire 5 fois le sinus de pi ft, c'est-à-dire 5 fois le sinus de 628,3 fois t. Voilà, et voyons le graphe correspondant. On reconnaît effectivement la fonction sinus avec une amplitude égale à 5, tout à fait normal. Maintenant, allons voir le spectre de Fourier. Je clique sur Fourier. Je trouve un bâton qui a une abscisse à 100 Hz et une hauteur de 5
Rappelez-vous que pour l'instant, nous avons un signal d'amplitude 5 et de fréquence 100 Hz. Ajoutons le terme suivant, c'est-à-dire 2 fois le sinus de 2 fois 628,3 fois t. Voilà, et je vais aller voir le graphe correspondant. Ah, ce n'est plus la fonction sinus. Maintenant, qu'en est-il du spectre de Fourier? J'ai deux bâtons. J'ai toujours le premier bâton et le deuxième qui est à 200 Hz avec une hauteur égale à 2. Rappelez-vous, j'ai rajouté le signal d'amplitude 2 et de fréquence 2 fois 100 Hz. Ajoutons le terme suivant, c'est-à-dire une fois le sinus de 3 fois de πft. Voilà le signal. Allons voir le graphe, le spectre de Fourier. Et donc j'ai un nouveau bâton à 300 Hz, c'est normal, et de hauteur 1. Poursuivons, nous ajoutons le dernier terme, c'est-à-dire plus 0,5 fois le sinus de 5 fois 2πft. Voilà à quoi ressemble le signal et regardez le spectre de Fourier avec un nouveau bâton à 500 Hz de hauteur 0,5. En résumé, vous voyez, on a bien le premier bâton, c'est-à-dire la première partie du signal, c'est la fréquence 100 Hz et hauteur 5, puis hauteur 2, puis hauteur 1 pour 300 Hz, puis hauteur 0 pour le 400 Hz, puis hauteur 0,5 pour le 500 Hz. Voilà à quoi correspondent donc ces petits bâtons dans le spectre de Fourier. Ils disent la même chose que ceci en fait. Deuxième exemple, le signal triangulaire. On appelle signal triangulaire une fonction comme celle-ci qui ressemble aussi à une dent de scie. Voici la décomposition de Fourier correspondante. Nous choisissons toujours f égale 100 Hz, donc depuis f égale 628,3, et nous utilisons encore régressie. Je vais mettre ici le premier terme. Voici donc le premier terme. Voici le graphe correspondant. On a bien la fonction sinus. Et le spectre de Fourier, nous avons un bâton de hauteur 1 qui est bien à 100 Hz puisque 0,1 kHz. Ajoutons maintenant le terme suivant. Voilà le terme suivant, le graphe. Voilà, évidemment, là, on voit que ce n'est plus une fonction sinus et ça ressemble déjà un peu au triangle. Voyons maintenant le spectre de Fourier. Nous voyons apparaître un deuxième bâton à 300 Hz, 0,3 kHz, et la hauteur du bâton, c'est bien 1/9, un peu plus que 1/10 qui est ici. Ajoutons le terme suivant. Voilà le terme suivant et le graphe. Ah, c'est pas mal, hein, ça commence à être presque triangulaire déjà. Ce n'est pas encore très pointu ici, et ce n'est pas complètement droit ici, certes. Voyons maintenant le spectre correspondant. On observe bien un bâton à 500 Hz de hauteur à peu près 0,4, ce qui est évidemment un 25e. Pour aller plus vite, on va ajouter d'un seul coup les trois termes suivants. Voici donc les trois termes suivants. 7 fois 2πf divisé par 7 au carré, 9 fois 2πf divisé par 9 au carré, et 11 fois 2πf divisé par le 11 au carré. Qu'est-ce que cela donne? Oh, c'est pas mal du tout ça. Ça ressemble bien à un triangle. Et le spectre, vous voyez que le spectre maintenant fait apparaître ici des tout petits bâtons. C'est normal, puisque à 1100 Hz, vous voyez que j'ai une contribution extrêmement faible ici qui est donc 1/121e. Vous avez certainement compris que pour obtenir un vrai signal triangulaire, il faudrait que je mette une infinité de termes. Ce que je vais faire ici, c'est en rajouter tout de suite 4 ou 5, puis on regardera si le résultat est proche ou non du signal triangulaire et on arrêtera là. Voilà donc les termes qui ont été rajoutés. Voyons à quoi ressemble le graphe. Oh, c'est vraiment pas mal du tout. C'est presque un vrai triangle ça. Alors on arrêtera là parce que vous avez compris que maintenant, quand je rajoute des termes, ça joue très peu. Alors il faut beaucoup de patience et puis ça ne sert à rien, vous avez compris. Voilà, on va regarder quand même une dernière fois à quoi ressemble le spectre. Voilà le spectre de Fourier. On voit que là, les contributions, on ne les voit plus pratiquement, hein. D'ailleurs, l'ordinateur ne continue pas ici, vous voyez. Voilà. Troisième exemple, le signal carré. Voilà à quoi ressemble ce que nous appelons un signal carré, et voici la décomposition de Fourier correspondante. Nous continuons
avec f égale 100 Hz et avec régressi. Nous nous intéressons maintenant au signal carré et comme précédemment, nous allons construire ce signal étape par étape. Mais, puisque vous avez compris, pour aller plus vite, après le quatrième terme, nous ajouterons les termes 4 par 4 et nous regarderons à chaque fois l'évolution du signal vers le carré. À la fin seulement, nous nous intéresserons au spectre de Fourier. Commençons par le premier terme. Voilà, graphe, voilà. Ajoutons le terme suivant, graphe. Alors évidemment, ce n'est pas notre carré, mais il y a une tendance. Alors voyons la suite. Ajoutons tout de suite les deux termes suivants. Qu'est-ce que cela donne? On a la tendance vers le carré, c'est tout ce qu'on peut dire, mais on en est encore un petit peu loin. Alors continuons. Comme on l'a dit, on va ajouter maintenant 4 termes. Qu'est-ce que cela donne au niveau du graphe? La tendance y est. On tend vers le carré, mais le problème c'est que ça oscille encore ici. On va voir ce qu'on peut faire. On va donc ajouter maintenant les 4 termes suivants. Graphe. Ah, c'est pas trop mal. Ça tend vers un carré. Allez, on va rajouter encore 4 termes. Voilà les termes que nous venons de rajouter. Graphe, et voilà ce qu'on obtient. Alors on ne peut pas rajouter d'autres termes parce que l'ordinateur ne veut plus. Sans doute, c'est trop de calcul. Et donc, on va s'arrêter là, mais on est quand même assez satisfait parce qu'on sent bien que en ajoutant des termes, on finira par obtenir notre carré. Ici, on est quand même arrivé jusqu'à P égale 13. Puisque 2P plus 1, ça fait 2 fois 13, 26, plus 1, 27. Et on est bien arrivé donc à 27 ici. Alors on va jeter un œil sur le spectre de Fourier. Et vous voyez que là, le dernier terme est encore très visible. Ce n'est pas un tout petit bâton comme précédemment. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas encore notre carré. Parce que les termes qu'on ajoute en ce moment ne sont pas encore négligeables. Autrement dit, si j'en ajoute, eh bien, ça va jouer un rôle important. Et donc, tant que je n'arriverai pas à des bâtons insignifiants, je serai encore loin de mon carré. Voilà. Voici donc nos deux signaux, le triangle et le carré. Les décompositions de Fourier, triangle, carré. Et les spectres de Fourier, triangle, carré. Regardons le spectre du triangle. Au bout du cinquième bâton, 1, 2, 3, 4, 5, qui correspond à 900 Hz, la contribution est très faible, 1/81e. Pour le signal carré, 1, 2, 3, 4, 5, la contribution du cinquième bâton, qui correspond toujours à 900 Hz, n'est pas négligeable, c'est 1/9e. Pour avoir un terme négligeable, par exemple en 1 sur 81, il faudrait encore beaucoup de termes. Il faudrait aller jusqu'à la fréquence 81 fois 100 égale 8100 Hz, qui est donc très élevé. Regardez ces deux signaux sinusoïdaux. Un basse fréquence à gauche et un haute fréquence à droite. Si je m'intéresse au coefficient directeur de la droite tangente à la courbe sur sa partie montante, en basse fréquence et en haute fréquence, j'observe que le coefficient directeur est beaucoup plus grand dans le cas de la haute fréquence. Regardez le coefficient directeur ici, sur le signal carré. Cette partie du signal constitue en quelque sorte une zone de haute fréquence, d'où la présence des hautes fréquences non négligeables dans ce signal. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous étudierons les sons musicaux. À bientôt!